Salut, c'est Raph et bienvenue sur Rupture Co, le podcast où j'interviewe des gens qui, eux, ont enfin décidé de ce qu'ils veulent faire lorsqu'ils seront plus grands. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Noël de Rupture Co. On est aujourd'hui avec un homme au palmarès un peu délirant, double champion du monde de slalom, champion du monde de ski alpin, figure emblématique du ski français de ces 20 dernières années. Bon, on ne présente plus. Il s'agit de Jean-Baptiste Grange. Jean-Baptiste, comment tu vas ? Je vais très bien, merci de me recevoir. Écoute, merci de m'accueillir, parce qu'on est dans les bureaux du coup de ton établissement à Valloire. On est à Valloire, d'où tu viens. Ici, tu es un petit peu la grande star locale. On voit ta tête sur les télésièges, sur les télécabines, un peu partout. Je pense que ça t'arrive pas trop souvent parce que ici, tout le monde te connaît. Mais quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi ? Alors, ce que je fais dans la vie, en fait, moi je suis retraité du ski de haut niveau. J'ai pris ma retraite sportive, on va dire. Et depuis, j'ai repris le magasin familial avec mon beau-frère. Donc, j'ai pas eu vraiment de transition à la sortie de ma carrière parce que voilà, c'était quand même quelque chose que j'avais dans le coin de la tête. Donc voilà, j'ai direct mis les pieds au magasin et depuis ça fera la 5e année cet hiver qu'on est là. Donc c'est plutôt cool parce que souvent il peut y avoir un peu des peurs d'arrêter ou des périodes qui sont pas faciles à gérer quand on arrête sa carrière et qu'il faut retrouver quelque chose. Voilà, donc moi c'est vrai que de ce côté-là, ça a à la fois été pas facile parce qu'il a fallu très rapidement se réorienter. Et en même temps, ça m'a permis de pas trop tergiverser et de passer rapidement à autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Donc on l'a mentionné, tu as une carrière qui a été pleine de plein de choses, mais qui n'a pas tout le temps été facile. J'ai vu que tu as eu quand même beaucoup de blessures pendant de longues années, donc ça a dû un peu plomber tout ça. Ouais. Quand tu décides de raccrocher les bâtons, après une quinzaine, vingtaine d'années en professionnel, qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision ? Est-ce que c'est que ton corps était plus vraiment au niveau pour suivre ? Est-ce que c'était usé de l'effort constant ? Les blessures peut-être ? Non, c'était mon âge. J'ai fait quand même 18 ans sur le circuit de Coupe du Monde, donc c'est important. Après, effectivement, il y avait les blessures, il y avait tout ça. Puis j'ai arrêté, j'avais 36 ans et j'allais sur ma 37e année, quoi. Ouais. Donc voilà, j'avais fait le tour du truc. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où voilà, j'ai connu des blessures. Alors des fois, des blessures, on se casse quelque chose. Ligament croisé 3 fois, Wow. une épaule, un tendon. Et il y avait aussi de l'usure. Et notamment mon dos, j'ai toujours eu des soucis de dos depuis que je suis tout petit. En fait, j'ai eu 2 hernies discales à l'âge de 11 ans. Ouais, j'ai vu c'est ça, très très rare. Plâtre, corset, donc c'était aussi un petit miracle que je fasse du ski, mais du coup je suis quand même parti avec un dos déjà très usé et c'est vrai que toute ma carrière ça a été une gestion autour de ce dos. Et puis pour revenir sur le fait d'arrêter, c'est que et pourtant les 3-4 dernières années, je me sentais en forme. Plutôt mieux que ce que j'ai pu être par moment parce que voilà, tout avait aussi évolué dans notre sport. On était beaucoup plus pointu sur la préparation physique, on travaillait sur le postural, des renforcements très précis. Et en fait, c'était beaucoup plus pointu et ça a fait que moi, ça m'a permis d'être presque mieux sur la fin de ma carrière qu'à certains moments, quoi. Et donc, tu mentionnes ces hernies discales au niveau des lombaires, je crois, quand tu étais jeune. Ouais. Et j'ai lu que t'étais pas prédestiné à faire du ski du coup à cause de ça, donc c'est une sorte de miracle comme tu me l'as mentionné. Je crois que tes parents aussi faisaient du ski à très haut niveau. Ils étaient appelés en équipe de France. Donc quand t'es jeune, à Valloire, que tes parents ont ce niveau-là et que a priori t'es censé aussi aller sur leur pas, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pression déjà sur les épaules ? Non, parce que en fait, mes parents sont tombés à une période qui était compliquée au niveau de la fédération de ski. Ils étaient tous les deux bons. Ils ont tous les deux couru en Coupe du Monde, mais pas à un niveau. A contrario, j'ai de mon année d'âge Félix Neureuther, qui est un Allemand qui était aussi très bon. Lui, son père était champion du monde de slalom et sa mère a gagné le Gros Globe de cristal. C'était deux vraiment méga stars en Allemagne. Donc lui, ça a été quand même plus compliqué à gérer parce que c'était le fils de. Moi, finalement, voilà, mes parents... quelque part même, j'étais fier de ce qu'ils avaient fait, et puis il n'y avait pas de personne me parlait. Alors certains coachs ou vieux journalistes
pouvaient se souvenir du nom. Mais globalement, voilà, moi, il n'y a jamais eu de pression par rapport à ça. Et mes parents ne m'ont jamais mis de pression par rapport à ça aussi. Ok, parce que c'était une de mes questions. En fait, t'as pas été contraint à faire du ski. C'était un besoin, une envie de toi. Ouais, vraiment. Tu te voyais pas faire autre chose potentiellement. Non. C'était le ski à tout prix. Ouais. Okay. Ouais, depuis tout petit. Depuis tout petit, j'aimais ça. Depuis tout petit, j'étais bon. Donc voilà, après, ça a bien pris. Après, effectivement, il y a eu cette période où on ne savait pas si j'allais pouvoir continuer à faire du ski. Et d'ailleurs, ça a été une période difficile parce que quand vous avez 10 ans et demi, qu'on vous dit que tu peux plus faire de sport, pas faire de ski, mais même pour moi tous les jours, voilà, qu'on t'arrête sur blessure pendant quelques mois, c'est pour quand t'es un gamin de 10 ans, tu comprends pas, quoi. C'est bien sûr. Donc voilà, et après, oui, j'ai vu des médecins de la fédé de ski, et eux conseillaient que je fasse plutôt du ski de fond, enfin en tout cas pas un sport aussi traumatisant que le ski. Puis bon, finalement, voilà, il y a eu d'autres périodes vers 13-14 ans où j'ai dû apprendre à skier en ayant toujours un peu des douleurs au dos. Mais globalement, voilà, ça a fait. Avec la croissance, ça a permis de gagner un peu d'espace entre les disques, donc que les hernies se résorbent. Voilà. Et après, je dirais qu'au niveau vraiment de ces lombaires basses, j'ai pas été trop ennuyé. Justement, j'ai surcompensé au-dessus, donc j'ai eu d'autres soucis à un moment de ma carrière assez important où en fait j'avais une usure prématurée d'un disque. Voilà, mais sinon, globalement, j'ai toujours skié avec un dos un peu raide, mais c'était pas... En tous les cas, ça t'a pas empêché de récupérer en 2004 ton premier championnat de France, ça à Valoir. Ouais, c'est ça. Et c'était qui ton modèle? Qui est-ce que tu admirais à ce moment-là? 2004, j'étais déjà plus grand, hein. Moi, j'ai vraiment le souvenir, plus quand on est un peu plus jeune, j'avais 12-13 ans, Luc Alphand était à son top, plus mon parrain, qui est de Valoir, était son coach. Donc moi, Luc, c'était vraiment un peu le modèle, quoi. Et le modèle, ça c'est sûr. T'as mentionné tout à l'heure donc le boule de cristal, non. Le globe de cristal. Globe de cristal, pardon, on n'est pas chez les voyants. Et le grand globe de cristal. Et le gros globe. Ouais. Gros globe, j'arrive pas. Est-ce que la différence entre les deux, si je dis pas de bêtises, est-ce que le globe c'est pour une catégorie, le grand c'est pour un ensemble? Exactement. Quand tu remportes tout. Ouais. Okay. Bah, pas que tu remportes tout, mais que le cumul des points, points dans toutes les disciplines donne un classement qui est avec le gros globe. Et en fait, le petit globe, c'est par discipline. Donc moi, j'ai gagné le globe du slalom en 2009, j'ai fait deuxième en 2008, deuxième en 2011. Voilà. On sent il y a un peu de... T'es encore un petit peu là en termes de vouloir batailler. Du coup, qu'est-ce qui, selon toi, t'a démarqué un peu de la concurrence? Parce qu'en ski, la France est pas mal, mais c'est pas le pays le plus... surtout qu'en plus, on sortait un peu d'une période... voilà, ça gagnait pas tous les week-ends. Hein. On avait il y avait eu des Fred Covilli qui ont gagné le globe de géant en 2001, je crois. On a eu JP Vidal, Bastou, Sébastien Amier qui ont fait 1 et 2 aux Jeux Olympiques. Mais il n'y avait pas quelqu'un de totalement installé quoi, sur les années qui ont suivi. Donc ouais, c'est vrai que je suis arrivé, j'ai rapidement été bon. Je fais une première médaille au championnat du monde en 2007. Il y avait 0 médaille. Moi, je passe le dernier jour, donc voilà, j'étais un peu le sauveur de la nation. Alors que j'avais 22 ans. Et niveau pression, c'était comment? C'était important. C'était important. Puis bon, moi, j'étais encore un petit jeune. J'avais pas fait forcément mes armes. Mais bon, voilà, c'est aussi là que il faut arriver à surpasser. T'avais 25 ans, 22 ans? 22, pardon, oui. Ouais. Ah ouais. C'est là où il faut arriver à surpasser. Et voilà. Ça montre aussi une certaine forme de caractère et d'envie d'y arriver, quoi. Donc voilà. Et je me souviens plus la question exactement. Oui, qu'est-ce qui te démarquait selon toi? Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à aller plus haut niveau? C'est vrai que le fait d'avoir eu des gros soucis de dos, j'ai toujours été très cambré. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai verrouillé un petit peu cette zone lombaire inconsciemment, et ça a surcompensé au-dessus. Mais disons que je suis quelqu'un qui a toujours skié avec le dos très droit. Et je pense qu'à un moment, ça a été, en tout cas, cette posture globale sur les skis a été un avantage. Un avantage, ou en tout cas, j'ai développé autour de ça une technique qui m'a permis, à un moment, d'être un peu précurseur et un peu en avance. Donc voilà. Après, il y a eu peut-être aussi que le fait d'être blessé tôt, j'ai aussi développé un toucher de neige beaucoup plus fin, et j'ai plutôt
jouer sur un aspect technique que physique, voilà. Carrément. Après, il faut tout pour être bon, hein. Mais c'est sûr que je me suis démarqué un petit peu là-dessus. J'ai eu la chance aussi d'avoir les bons coachs au bon moment. Voilà, je pense notamment à tout le travail qui a été fait en comité, au comité de Savoie, donc c'est au niveau départemental. Et après, dans le groupe secondaire, on va dire, de la Fédé. Voilà, on a fait un gros travail et notamment avec des coachs qui m'ont vraiment, Pascal Sylvestre qui s'appelait, qui a vraiment fait un super boulot au niveau de, voilà, lui aussi qui était un peu précurseur et avant-gardiste dans ce qu'il nous faisait faire, quoi. Okay. Donc voilà, tout ce mélange-là fait que j'ai explosé en 2006-2007. Et les techniques de ski évoluent encore beaucoup? Ouais, c'est encore, moi je trouve vraiment que en tout cas, la discipline du slalom a vraiment continué d'évoluer. Alors, il y a eu des petites évolutions sur les traçages, il y a eu encore un peu des évolutions sur le matériel, et techniquement aussi, hein, c'est vrai qu'entre 2006-2007, même encore déjà 2014-2015, quand je suis pour la deuxième fois champion du monde, et encore 2020 et 2025 aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même vraiment des évolutions. Il y a une densité qui est énorme dans cette discipline. Voilà, donc c'est pas simple. Donc c'est un sport qui arrête pas de bouger, quoi. Ouais. T'as appris à gagner. J'imagine que quand tu goûtes une fois, 2 fois, 3 fois, tu t'y fais. Parce que t'as fait, je crois, 200 départs à 297, pour être exact. Je crois que t'as fait 20 podiums. C'est ça, ouais. Podiums, ouais. C'est ça. 9 victoires, 18 podiums. T'y prends goût. Est-ce que néanmoins, t'arrives à accepter les défaites parce qu'il y a quand même... C'est dur, hein. Bah ouais. C'est dur. Et puis bon, c'est vrai que moi, il y a un moment où voilà, j'étais vraiment sur le devant de la scène. Comme je disais, finalement, je prenais un départ, je me posais pas trop de questions. Alors des fois, ça réussissait, des fois non, mais en tout cas, j'allais vite pour pouvoir jouer la gagne quasiment à chaque fois. Et on le voit avec des Marcel Hirscher qui a été vraiment celui qui a tout explosé entre 2010 et 2020, et maintenant Marco Odermatt, le Suisse. Voilà, quand tu as un peu cette supériorité t'as cette confiance que une fois, alors eux c'est encore des stats ou chiffrines, une fois sur 2 sur le podium ou voire plus, c'est sûr que c'est un peu en norme, quoi. Et en même temps, moi j'ai gagné un peu j'ai connu cette phase-là, mais j'ai aussi connu, voilà, aussi beaucoup lié, je dirais un peu par un coup d'arrêt lié aux blessures, hein, parce que j'en ai enchaîné entre 2010 et 2012, 2 fois les croisés, 1 fois l'épaule, un dos en vrac, donc ça faisait beaucoup. Et en fait, en quasiment 3 ans, j'ai skié à peine un tiers du temps. Donc, c'est dur de rester, c'est du très haut niveau. Et en fait, ça faisait beaucoup pour pouvoir... Et donc, du coup, je me suis retrouvé un peu plus en retrait, à toujours devoir courir après le fait de gagner des dossards pour partir mieux, le fait de retrouver de la confiance, le fait d'aller chercher des beaux résultats. Et c'est vrai que c'est vraiment différent. Et le sentiment, quand tu domines un petit peu, quand tu gagnes une Coupe du Monde, toute l'année, tu t'entraînes pour ça. Et en fait, ce jour-là, il n'y a personne dans le monde qui a fait mieux que toi. Donc, ton boulot, tu l'as fait à la perfection. Oui, bien sûr. Et en fait, ce sentiment d'accomplissement, d'apaisement, parce que le sport de haut niveau, on est quand même toujours un petit peu trituré dans la tête par le geste à faire, par le résultat, un stress qui est quand même vraiment permanent de la quête de la perfection. Et c'est vrai que du coup, par rapport à ça, ce sentiment quand tu as gagné et que voilà, tu as un apaisement parce que sur le moment, de toute façon, tu as été le meilleur. Le job est fait. Et c'est quand même vraiment satisfaisant. C'est comment dire, c'est un sentiment de plénitude. Et c'est vrai que du coup, derrière, quand tu as été très bon, mais que tu es moins bon, finalement, tu fais 10, 15e en Coupe du Monde, tu n'es pas satisfait. Et psychologiquement, c'est facile à accepter. Du coup, c'est dur. Ouais, c'est dur de reconstruire de la confiance. Après, tu es un petit jeune qui arrive, tu fais des 10, 15e places, après tu progresses, tu fais des 5, 6e places. Mais en fait, ta confiance, elle est là, elle monte. Mais quand tu as été... en fait, tu fais ces places-là, c'est bien, mais c'est pas encore là où tu veux être. Donc c'est vrai que ça a été, je pense, assez difficile à gérer. Et est-ce que le ski reste un plaisir quand tu es dans ce rouage constant de renforcement musculaire, exercice, entraînement?
pendant des années. Oui, parce que ce qu'on aime aussi dans notre sport, c'est le travail, c'est la recherche d'améliorer chaque point, donc que ce soit physique, que ce soit voilà, sur la souplesse, que ce soit sur la technique, vraiment sur les skis, la nutrition, voilà. Ce qui est... il y a le résultat, mais comme on disait, dire sur 200 départs, j'ai fait 20 podiums, donc si tu te bases que là-dessus, dire, nous, ce qu'on aimait, c'était aussi voilà, la vie de groupe voilà, avec tous les copains du ski. Finalement, c'est aussi le chemin parcouru pour arriver au résultat, quoi. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai arrêté, c'est vrai que quand je réfléchis, finalement, j'ai pas des méga... J'ai des souvenirs, hein, des victoires et tout ça, mais c'est un sentiment qui est hyper éphémère. Mais par contre, la vie de groupe, les stages à Ushuaia en Argentine, à l'autre bout du monde. Voilà, il y a aussi tout ça qui compte à la sortie d'une carrière. Enfin, tu conclus sur toute l'intégralité du projet, pas seulement sur la finalité. Ouais, bah non, parce que... sinon, tu sacrifies les 90% du travail, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Internet, alors peut-être que l'info est pas bonne, mais apparemment, ton poids de forme, ce serait 77 kilos. Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y situes encore là-dedans? Ouais, mais c'était pas mon poids de forme. Ah, ok. J'étais plus de ça. Bon, après, c'était des stades de début de carrière, je pense. Ils n'ont pas forcément remis à jour, mais j'étais plutôt à 81 kilos. Je fais 1m81 et voilà. Oui, donc ça fonctionnait, quoi. Ouais, ça fonctionnait. C'est quoi les qualités principales que tu bosses pour le ski qui ne sont pas sur le ski? Donc, on parle du renforcement musculaire pour éviter les blessures. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que tu travailles particulièrement? Ouais, bah après, de toute façon, en fait, nous, le ski, la particularité du ski, c'est que déjà, il faut voyager pour aller même t'entraîner. Oui. Alors bon, quand c'est sur les glaciers autour de chez nous, mais bon, faut quand même voyager. Tu te lèves le matin, tu te dis allez, je vais skier. Faut partir en stage à chaque fois. Et puis alors, quand tu vas en hémisphère sud l'été, tu pars à l'autre bout du monde. Et en plus, sur une matinée, finalement, on va faire 6 manches de 45 secondes. Donc ça fait pas beaucoup. ça fait 4 minutes 30. 4 minutes 30. Ouais. Voilà, donc en fait, nous, sur une matinée d'entraînement, on va faire 4 minutes 30 de notre sport. Donc c'est vraiment peu. Donc en fait, il y a vraiment une composante préparation physique à côté qui est hyper importante parce qu'on passe pas assez de temps. Et en même temps, c'est un sport qui demande énormément de concentration. Tu pourrais pas faire 25 manches ou 40 manches. Ah, c'est pas possible. C'est épuisant. Au bout d'un moment, nerveusement, tu es fatigué, tu as un risque de blessure. Donc voilà, donc après, ce qui était sympa aussi dans le ski, c'est qu'on pouvait... alors, il y avait vraiment une partie... travail physique, musculation, explosivité, vitesse, etc. Oui, c'est tout, quoi. Faut être aiguisé comme pas possible. Équilibre aussi. Mais en fait, on pouvait aussi par moment travailler ça dans plein de sports différents. Un gars qui fait du vélo, un cycliste, il va faire que du vélo quasiment. Alors, j'ai vu qu'il y en avait certains qui couraient un petit peu. J'ai vu Van Der Poel qui se mettait à faire un peu de course bitume. Mais nous, on avait vraiment cette chance-là. Je faisais du hockey sur glace, je faisais du VTT, je faisais du vélo, je faisais du tennis. C'est une de mes questions, c'est que le ski n'était pas... Enfin, c'était une passion, mais il n'y avait pas que ça. Aujourd'hui, tu fais encore d'autres activités, j'imagine, d'autres sports. Oui. Quoi, par exemple? Je joue au foot dans une équipe vétéran. Je fais du vélo, je fais du VTT. Là, cette année, j'ai pas mal couru, j'ai fait un marathon. Bah écoute, il y a le triathlon de Valloire. Tu vas pas t'inscrire? Ah, la natation. C'est 1 kilomètre. Ouais, c'est 1 kilomètre. Ouais. C'est vrai. Voilà. Mais oui, j'ai toujours... ma mère était prof de PS, donc forcément... Oui, ok, forcément. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Mais voilà, et après, par contre, c'est vrai qu'on avait vraiment des séances très spécifiques où Et je dirais que le skieur est quand même un sportif hyper complet parce qu'on est bon en équilibre, on est bon en vitesse, en explosivité, on est aussi bon en force, en puissance. C'est un sport d'adaptation. Voilà, donc ouais, je pense qu'on est plutôt des sportifs assez accomplis. Puis dans tous les cas, ça reste un sport qui est très dangereux quand même s'il y a un accident, donc il faut assurer un peu le tout. Toute la partie prévention et tout ça. Je me demandais, donc j'ai regardé pas mal de tes vidéos récemment, que ce soit ta dernière course ou alors tes victoires, etc. Et j'ai vu que sur le casque de slalom, vous aviez une sorte de... Ouais, de mentonnière. Ouais, ça sert à quoi? Ça, c'est en fait éviter les chocs. Vu qu'on vient boxer les piquets, c'est vraiment que sur le slalom. Ah oui, bah oui. Ouais. Le piquet, voilà, quand il fait moins 15, que tu vas à 40 km/h, si tu prends ça dans les dents... Ouais, ok, ça fait pas du bien. T'as plus rien, quoi. C'est gratuit. Donc, t'as eu tes 3 titres mondiaux. Ouais. T'as aussi participé...
Pardon ? 2 titres mondiaux et un une globe. médaille de bronze. Et un globe. Ok, excuse-moi. Et donc, on arrive en 2021 où tu décides de mettre une fin en fait, à ta carrière professionnelle. Ouais. On en a brièvement parlé avant, mais comment est-ce que tu as appréhendé un peu cette étape ? Pourquoi à ce moment-là précisément ? Ouais, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais fait le tour, j'avais fait 18 ans de Coupe du Monde, j'avais réalisé tous mes rêves. Voilà, c'est aussi bien d'arrêter de te dire, bon ben voilà, bien sûr qu'il y a meilleur, il y a des très 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 grands champions qui ont dominé toute leur carrière. Faut pas se comparer. Non, mais c'est ça. Et puis moi, finalement, quand j'étais gamin, je rêvais de faire comme ceux que je voyais à la télé. Et je l'ai fait en gagnant, en étant champion du monde et tout ça. Donc bon, un petit gamin de Valoir, un village du fin fond des Alpes. 2000 habitants. Ça, voilà. Donc, bien sûr. Moi, déjà, il y avait ce côté-là. Après, j'ai eu aussi, j'ai eu ma première fille, enfin mon premier enfant. Ouais. Voilà. Il y avait d'autres. Voilà, je sentais que c'était le moment de le faire. Après, ça a été une période qui n'a pas été simple en fait parce que j'ai perdu mon père à cette période-là, 2 mois après la fin de ma carrière, et il est tombé très malade vraiment entre mon avant-dernière et ma dernière course. Donc c'est vrai que ma dernière course ça a été j'avais presque pas envie d'y aller, j'étais pas bien. Donc voilà, donc c'est sûr que ça a été un moment particulier parce qu'en fait, il n'y avait pas que l'arrêt de ma carrière, mais il y avait aussi d'autres choses au niveau personnel. Donc ça, c'était. Et c'est vrai que du coup, ça a fait un cocktail d'émotions qui était quand même pas évident à bien gérer. sûr. Et qui explique aussi pourquoi la reprise du magasin très rapide, parce que c'était mon père qui l'avait. Voilà. Et en même temps, mon père, c'était la personne qui était le plus grand fan de moi. Et c'est vrai que c'était... voilà, donc ça a été particulier, mais ça fait partie de mon histoire. Après, je veux dire, moi, ma carrière, elle était faite avant. C'est pas sur ta sortie, sur ta dernière course que tu as prouvé quelque chose. Voilà, ouais, bien sûr. Donc voilà, mais bon, ouais, du coup, ça reste quand même ma toute fin de carrière et le printemps, ça a été quand même une période de gros changements. Ok. Il était temps de changer de priorité un peu. Oui, pour la suite, de toute façon, voilà. Et c'est vrai que le fait d'être père, je ne sais pas si j'aurais réussi. Je l'ai fait une saison, mais elle était toute petite. Et je ne sais pas si j'aurais réussi à continuer plusieurs années parce que c'est quand même un rôle qui est important et je me vois mal être loin. Il faut s'y consacrer. Quand tu bosses, c'est différent. Tu peux être un peu pas bien, un peu dérangé, tout ça. Quand tu es en carrière, le sport de haut niveau, ça demande tellement d'être bien dans son truc que voilà, je me voyais pas forcément. Et est-ce que avant ces dernières années-là, tu t'étais déjà projeté à 30 ans, 32 ans sur l'après ? Je crois que j'ai lu que tu avais été commentateur pour l'équipe, en tout cas j'ai pour fait un petit peu, ouais. Tu veux dire 3-4 ans avant la fin ? Est-ce que tu dis, je ferai quoi à mes 40 ans potentiellement ? Est-ce qu'il y avait déjà le magasin ? Non, alors il y avait le magasin, ça a toujours été là, parce que moi j'ai connu ça depuis que je suis tout petit. Mon père dedans, voilà, donc il y avait ça. Après, je dirais que même 2-3 ans avant, je savais pas forcément si j'y allais totalement. Voilà. Après, ce qui était cool aussi, c'est que j'ai pu faire ma carrière autant que j'avais envie. Je n'y avait pas de là-dessus. Bon, voilà, quand tu fais du sport de haut niveau, c'était priorité à ça, quoi. Il n'y avait pas à venir ici au magasin. Bien sûr. Donc ça. Et après, non, je m'étais pas forcément... je m'étais pas forcément projeté de me dire je traînerai pas, à 30 ans je prends ma retraite. Alors qu'inversement, un gars comme Marcel Hirscher, qu'on a parlé tout à l'heure, là, l'Autrichien qui a vraiment dominé le ski mondial, lui, à 30 ans, il voulait pas... C'était fini. Bon, c'était fini. Ouais. Ah, ok. Et sauf que là, il est en train d'essayer de revenir à 36-37. Donc bon. D'ailleurs, c'est quoi la longévité d'un skieur ? Eh ben, on en a qui vont jusqu'à... on a l'exemple de Lindsey Vonn, l'américaine qui a fait son comeback, qui a mon âge, qui a 41 ans. Donc, elle a gagné l'autre jour. Ça, dans les disciplines de vitesse. C'est hors norme ou c'est... Oui. Ouais, c'est comme hors norme, d'accord. Ouais. Je dirais que là, c'est plus entre 35, 36, 37 ans. Et c'était déjà bien plus qu'il y a 20 ans en arrière. Et maintenant on est en train de basculer, on a quand même pas mal de coureurs qui vont aller taper un peu les 40. Mais c'est fou parce que dans tous les sports j'ai l'impression que les athlètes finissent de plus en plus tard. Oui, en foot on a Modric, en F1 on est Alonso. Ouais. C'est aussi que comment dire, mais l'accent sur peut-être le corps, sur la longévité.
on a tellement progressé en termes de préparation. Comme je disais, moi, finalement, les 3-4 dernières années de ma carrière, si j'avais pu avoir dès le début de ma carrière un peu tout ce suivi, cette connaissance et ces choses mises en place autour justement du bien-être du corps, comment dire, de travailler sur des aspects pour déjà être bien avant de vouloir faire le bourrin et d'être déglingué. Ouais. Bah après, c'est comme tous les sports. Je pense que quand t'es assez jeune, en fait, le renfort musculaire, t'en as un peu rien à faire. Tu veux faire ton sport et basta. Non, quoi. c'est sûr. Après, ça a vraiment fortement évolué. Même voilà, quand on se blesse au genou, sur la rééducation et tout ça, tout a beaucoup évolué. Donc, je prends l'exemple. Moi, je me suis fait mon premier genou en 2009. Et finalement, il y avait déjà un protocole qui faisait que, je veux dire, je suis revenu, première course, je gagne en slalom. Et 10 ans avant, tu pouvais ne pas revenir, quoi. Enfin, skier toute ta vie avec des douleurs, donc voilà. Donc là-dessus, mais c'est vrai que oui, effectivement, je pense que le sport, toutes les connaissances a vraiment évolué, les préparations, les récupérations, enfin on voit, et la cryothérapie, etc., etc. Du coup, voilà, ça permet à des athlètes de pouvoir aller faire 20 ans, 25 ans de carrière sans problème. C'est ça. Donc j'ai vu que tu as participé à 3 JO. Vancouver, malheureusement, tu n'as pas pu y aller à cause de blessures, j'imagine. C'était quoi ton rapport à ça? Est-ce que c'est un peu un regret au final, parce que tu n'as pas pu remporter de titre ou quoi que ce soit? Comment tu le... Non, mais je dirais qu'on a chacun un peu notre histoire personnelle. Il y en a, c'est plus les jeux, il y en a, c'est plus les mondiaux, il y en a, c'est tout. Ou il y en a, c'est rien. Oui, je peux voir ça comme ça. Non, mais on a tous un rapport, c'est aussi des contextes. Effectivement, on le disait, moi je fais mes premiers jeux en 2006 à Turin. Je veux dire, c'était ma première année en Coupe du Monde. Voilà, j'étais encore un petit peu jeune. Et finalement, quand j'étais au sommet de ma forme, c'est en 2010 et je me blesse avant. Donc voilà, on va dire que l'opportunité à ce moment-là, je la loupe sur blessure. 2010, c'était Vancouver, du coup? Ouais. Et malgré tout, à Sochi en 2014, je suis pas loin je sors en deuxième manche. Mais j'étais là pour jouer, je pouvais jouer une médaille. J'étais 5e, je crois. J'étais 5e, mais comme l'année suivante sur les championnats du monde, quand je deviens pour la deuxième fois champion du monde, j'étais exactement dans la même situation et dans le même. Voilà. Après, il y avait un contexte de course, de traçage très particulier. Voilà. Et en fait, plus de la moitié de la course est sortie en deuxième manche parce que c'était du grand n'importe quoi. Est-ce que du coup c'était des pistes exprès pour les JO ou alors c'est un endroit où les gens avaient déjà... C'est des pistes exprès pour les JO. D'accord, donc mais le traçage a été très catastrophique. Donc après il y a eu un vainqueur et c'est lui le plus fort du jour parce que le but c'est d'aller en bas, quel que soit le truc. Mais bon voilà, on n'avait jamais vu ça et ils nous sortent ça le jour des Jeux, qui est tous les 4 ans. Donc c'était un peu moche. Est-ce que c'est un Russe qui a gagné? Est-ce que c'est un Russe qui a gagné? Non, c'est pas un Russe. Bon, non. Ça va. Non. On prend moins personnellement. Ouais. Donc voilà et du coup, c'est vrai que voilà, je suis passé, ça s'est pas joué à grand chose par moment, mais je suis passé à côté. Et après, pour revenir à ça, je prends l'exemple de Tessa Worley, en la française. Voilà, qui elle aussi est double championne du monde. On est un peu, il y a aussi Alexis Pinturo en combiné, ou il a été une fois, je sais plus. Mais bon, on est très peu à l'avoir fait en France, mais nous, notre histoire est plutôt sur les championnats du monde, globe. Luc Alphand a rien fait au jeu, mais il a gagné le gros globe et il a dominé en descente. Et inversement, un Jean-Pierre Vidal, un Antoine Denarias, Clément Noël. Pour l'instant, je parle pour l'instant pour Clément, parce que c'est pas fini, mais on a plutôt brillé sur les Jeux Olympiques. Donc en fait, on a chacun un petit peu notre histoire. Après, voilà, ça reste pour moi les Jeux et les mondiaux. Et effectivement, il y a une médiatisation encore plus importante sur les Jeux Olympiques, des retombées plus importantes, mais ça reste des courses d'un jour, et la gestion d'une course d'un jour par rapport à une saison, à un globe, très différent. À la Coupe du Monde, c'est un petit peu différent. Ce que je retire de tout ça, c'est que pas de regrets en fait. T'as toujours un palmarès. Il y en a toujours des regrets, au moment. Mais rien qui te mine aujourd'hui. Enfin, t'as fait la paix avec ta carrière maintenant, c'est bon, c'est acté. Oui, non, mais c'est sûr. Après, comme je disais, moi, gamin, je rêvais de faire comme ceux que je voyais à la télé. Je l'ai fait, et en plus, je l'ai fait en gagnant. J'ai fait plus que ce que j'espérais. J'ai réalisé mes rêves. Après, on est des athlètes de haut niveau, des champions. Donc forcément, compétiteurs, tu veux toujours plus.
Bien tu sûr. veux toujours plus. Et tu repenses aussi tiens, s'il y avait pas, ça s'était pas passé comme ça, voilà, même les blessures. Après, avec des si, bien sûr, on choisit pas. Exactement. Ce serait quoi, donc, a posteriori, ta plus grande fierté, ton meilleur souvenir sur toute cette période-là? En termes de résultats? Non, toi, ton meilleur souvenir, le jour où tu as le plus vibré, pour un résultat, pour quoi que ce soit. C'est compliqué, hein. Ouais, j'imagine. C'est compliqué. Bah, peut-être le premier titre, le deuxième, le troisième. Victoire à Valoir en 2004. Ouais. Peut-être. Hein. Non, mais c'est dur de choisir, hein, parce qu'en fait, chaque a un peu son histoire, ses galères, voilà, c'est pas toujours écrit d'avance. Franchement, j'arrive pas. Ok, mais pas On de me la problème. pose souvent la question, Ouais, et j'ai du mal à choisir. Alors oui, le deuxième titre, voilà, je revenais de nulle part, j'avais fait les 2 dernières Coupes du Monde à la ramasse, j'ai un résultat qui sort de nulle part. Donc oui, parce qu'elle était inespérée. Mais en même temps, ma première médaille en tout gamin à 22 ans, ouais, voilà, il n'y a pas vraiment de choix. Très bien, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu dirais au JB d'il y a 20 ans? Qu'est-ce que je lui dirais? Déjà faire plus de renfo peut-être? Ouais, oui, non, parce que là-dessus, moi j'ai toujours été assez. J'ai toujours fait attention. Bah, en fait, avec mes soucis de dos, tout ça, j'ai toujours été assez rigoureux, précautionneux, même sur les étirements et tout ça. Et j'ai fait comme je l'entendais. Non, mais c'est plus. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je dirais à un jeune aujourd'hui. On a une chance unique d'avoir une vie hors norme. On fait des choses hors normes. Hein. Je veux dire, moi, je le vois encore plus en étant dans le monde du travail aujourd'hui. Bien sûr. Voilà, un peu plus monotone, même si c'est cool et que c'est assez varié. Mais voilà, ce serait plus de vraiment vivre le truc à fond, de pas se poser de questions, voilà, et puis de mettre toutes les chances de son côté parce que c'est une chance unique. Voilà, quand tu as la possibilité de vivre cette vie-là, il faut le faire à fond. Et qu'est-ce que ce serait ton prochain challenge du coup? J'ai fait un marathon l'été dernier. Oui, lequel? J'ai fait lequel? Londres? Lyon. Alors, bon souvenir? Ouais, t'as passé un moment, ouais? Ça va. T'as fait combien? J'ai fait 3:14:59. Pas mal! Je m'étais fixé 3:15, j'ai fait 3:14:59. Pour un premier, c'est énorme. Ouais, c'était pas mal. Ok. Après, je me suis bien entraîné bien sûr. pendant 3-4 mois. Voilà. Mais c'était sympa, c'était une belle découverte parce que je connaissais pas du tout et en fait c'est hyper fin et ça joue pas grand chose. Ouais, ça joue pas grand chose. Normalement à 100 mètres près, tu t'évanouis de fatigue. Ouais, si t'es vraiment tu t'es mis là où un peu à ton rupteur, ouais, effectivement. Mais non, du coup c'était sympa. Puis c'était sympa de voir un peu ce phénomène de course de masse. Il y a eu 33 000 personnes ce jour-là, donc réparties sur le 10 km semi-marathon. Donc découvrir ça, c'était... Voilà, c'est nouveau, ouais. T'es pas tout seul à descendre la pleine balle, vous êtes 30 000 dans la même direction. Ouais. Donc j'ai fait ça, après non, là du coup l'année prochaine, ça va être plutôt... je vais faire du sport, je fais toujours beaucoup de sport, mais cool. Bon, peut-être le triathlon, hein, j'y reviens, mais ça tient qu'à toi. Il lâche rien. Écoute, merci beaucoup JB, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, c'est simplement comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être heureux, de vivre pleinement. J'ai mes enfants qui ont 5 et 2 ans, donc voilà, de les accompagner, de les voir grandir, voilà. Puis après, c'est d'être en bonne santé et de croquer la vie à pleines dents. Ils sont inscrits au ski club de Valoir? Non, non, ils ne le seront pas forcément. Ouais, très bien. Bon, écoute, merci beaucoup JB. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Rupture Co. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, liker ou même simplement nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux. Tu retrouveras tous les liens en description. En attendant le prochain épisode, pose-toi la question. Et toi, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand ?